donnerons la parole à une pharmacienne et à un maïeuticien dans les rubriques Parole aux pharmaciens et Au cœur des maternités. Ils nous parleront respectivement de la trousse de pharmacie familiale, ce qu'elle devrait contenir et comment on devrait la conserver. Et son importance pour la famille et également de la prévention de l'anémie chez la femme enceinte. Voilà que le sommaire de votre magazine de la santé est déroulé. À présent, allons retrouver notre invité juste après cette transition. À tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant et merci d'être des nôtres. Vous l'avez constaté, nous sommes dans le restaurant de l'hôtel Résidence Saint-David, vu que nous parlons aujourd'hui d'alimentation et nous avons déjà rejoint notre invité qui n'est autre que le professeur Marie-Modestine Canassop. Elle est nutritionniste. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Vous êtes professeur en biochimie, option sciences, alimentation et nutrition. Avec vous, nous allons aborder la question de l'alimentation de nos tout petits, comment apprendre à nos enfants à mieux manger, surtout que nous sommes en période de rentrée scolaire. Exactement, c'est tout le plaisir et le mien de parler de l'alimentation et de la nutrition des enfants. Alors d'entrée de jeu, dis-nous c'est quoi la différence entre un nutritionniste et un diététicien? Donc, il y a une très grande différence. Je prends par exemple le médecin et le pharmacien. Le pharmacien est celui qui expose les médicaments prêts à vendre, il connaît vendre le médicament. Et puis, il peut être pharmacien biologiste, ça change déjà tout. Il peut être capable de formuler. Mais un médecin est celui qui sait comment ça va traiter, il connaît la physiologie, il connaît comment ça marche. Pareillement, un diététicien est quelqu'un qui utilise les aliments pour résoudre les problèmes de santé. Mais un nutritionniste peut en même temps être un diététicien, mais lui, il est en amont parce que lui, il connaît les aliments, c'est lui qui connaît le métabolisme et c'est lui qui essaye, par exemple, de formuler, il peut formuler, lui, il peut proposer les formules aux diététiciens. Voilà la grande différence entre les deux. Le diététicien n'est pas forcément tenu de connaître tout. C'est un peu comme si vous conduisez une voiture et vous allez dans un garage, il y a un problème. Le mécanicien comprend la voiture et le système et il arrange la voiture. Mais vous conduisez votre voiture et vous n'êtes pas obligé de connaître comment il arrange le problème. On a des enfants qui ont déjà l'âge de 3 ans, qui doivent aller à l'école. Comment se passe leur alimentation? Comment on devrait leur apprendre à manger? Voilà, c'est très important que les parents comprennent quelque chose parce que les tout petits ont trop d'activités. Les tout petits dépensent beaucoup d'énergie et ils doivent manger régulièrement. Un enfant ne mange pas comme un adulte parce que si moi je survole un peu et puis moi je vais un peu à l'étape adulte, il n'est pas conseillé à un adulte de manger tout le temps ou bien de grignoter, mais il est conseillé à un enfant de manger en ayant des collations pour compenser les vides qu'il y aura parce que cet enfant, même s'il a 3 ans, il doit déjeuner. Il y a toujours 3 principaux repas pour une personne. Il y a toujours le petit déjeuner, il y a le déjeuner et il y a le dîner. Mais pour les enfants, entre le petit déjeuner et le déjeuner, il doit toujours avoir une collation ou bien ce qu'on appelle sandwich, manger après 18 h. Lui, moi je vous dis que le problème de l'enfant, c'est que lui, il joue beaucoup, il dépense beaucoup d'énergie, donc il n'a pas un estomac très grand pour contenir les aliments. Et lui, il est en croissance rapide. Donc, on ne doit pas le mettre sous le même régime que l'adulte. Donc, si je comprends bien, l'enfant a droit à 5 repas par jour. Alors, minimum 5 repas, nous pouvons dire. Voilà. Les enfants en croissance rapide. Alors qu'est-ce qu'ils devraient emporter comme goûter à l'école? Nous n'allons pas faire des exigences aux mamans. Si les enfants ont les gamelles et aiment plutôt la nourriture préparée, dans sa gamelle, il peut avoir peut-être son riz ou son macabo avec son légume et son poisson et sa viande. C'est déjà bon pour son goûter s'il peut accéder. Maintenant, elle peut lui donner un fruit ou bien 2 fruits ou bien un jus de fruits qu'elle-même elle a préparé. Ou bien on peut également conseiller aux mamans, elle peut faire un petit sandwich. Le pain, c'est déjà à base de glucides.
ça contient déjà les féculents riches pour l'énergie, avec un peu d'omelette qui vont apporter des protéines, apporter des vitamines pour l'enfant. Peut mettre un bout de pain avec du chocolat, parce que le chocolat, ça contient un peu d'énergie et ça donne le magnésium. C'est un certain nombre d'éléments qui peuvent permettre à l'enfant de compléter ses besoins en nutriments. Parce qu'en fait, nous mangeons pour tirer des aliments, les nutriments. C'est ça le but de l'alimentation. L'alimentation, ce n'est pas juste le fait de bourrer le ventre. Il faut que le parent comprenne que l'enfant doit avoir une alimentation équilibrée dans laquelle on a les protéines, on a les lipides, on a les glucides, on a les vitamines et les minéraux. Le parent doit penser à cela quand il est en train de préparer toute la journée de l'enfant, de son petit déjeuner à ses goûters et puis son déjeuner et son... Alors, comme petit déjeuner, qu'est-ce qu'on devra avoir? Donc, au petit déjeuner, puisque l'enfant démarre la journée, il faut toujours que ce petit enfant ait un peu de lait parce que le lait va lui apporter d'abord le calcium qui permet sa croissance, apporter un certain nombre d'éléments nutritifs et puis il peut y avoir du pain si l'enfant peut supporter et un peu d'œuf. Donc voilà même les éléments principaux pour lesquels il faut toujours prévoir pour l'enfant. Il doit avoir dans l'alimentation de l'enfant l'œuf qui apporte assez de protéines, assez de vitamine A dans le jaune d'œuf. Il peut avoir du lait qui apporte une bonne partie des protéines et une bonne partie des vitamines et des minéraux également. Et maintenant, dans les goûters, on peut lui donner des fruits parce que le fruit apporte un complément en termes de vitamines et de minéraux. On peut lui faire son petit bol, peut-être de salade de fruits si c'est possible, ou bien lui mettre ces 2 fruits. Il est recommandé de consommer 5 fruits par jour. 5 fruits par jour, ce n'est pas une affaire de distraction ou bien de snobisme, mais c'est simplement que chaque type de fruit a des vitamines et des minéraux particuliers qu'il apporte. Et donc, maintenant, en combinant les fruits, l'enfant parvient à avoir les minéraux et les vitamines différentes. Parce que en termes de choix alimentaires, c'est selon la tranche d'âge, ce sont la tranche d'âge, les besoins nutritionnels et surtout l'avantage qu'on aura à utiliser chacun des éléments. Nature, ou bien le jus de fruits, ou bien cocktail de jus de fruits maison. Oui, en fait c'est l'essentiel hein, parce que l'école n'est pas un restaurant. Et en fait, moi je vais te rappeler une chose, Mireille, c'est pas important pour l'enfant d'en manger trop parce que autant que le manque lui fait dormir, l'excès lui fait également dormir. Donc le goûter, c'est pas un moment de remplissage de ventre. Je peux dire que c'est le remplacement de la quantité d'énergie directe que l'enfant a utilisée depuis qu'il a mangé son petit déjeuner à la maison. Donc, la nutrition a-t-elle un impact sur la croissance de l'enfant et sur son rendement scolaire? Professeur, dites-nous. Oui. C'est un peu comme si nous demandions si une plante a besoin d'eau ou bien besoin de soleil pour grandir. Tout ce que l'enfant va devenir à l'âge adulte comme nous sommes là, c'est à partir de ce qu'il a mangé. Et d'ailleurs, même un adage ne dit-il pas que l'homme devient ce qu'il mange. C'est-à-dire qu'en termes de la capacité physique, en termes de la défense immunitaire et en termes même du développement intellectuel. Tout ce que l'enfant va devenir à l'âge adulte comme nous sommes là, c'est déjà à partir de sa nutrition parce que nous sommes tout petits et nous croissons. C'est toujours les éléments qui proviennent de l'alimentation qui nous donnent la croissance. De telle sorte que si nous ne mangeons pas bien, nous serons atteints de retard de croissance. Donc le retard de croissance, comme on l'observe un peu partout dans le monde aujourd'hui et qui est un problème de santé publique au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, c'est lié soit à la faim limite la quantité d'aliments qu'on peut manger, c'est soit lié à la pauvreté limite l'accessibilité aux aliments, soit lié à une mauvaise utilisation des ressources alimentaires qui sont disponibles. D'accord, donc la nutrition a un impact sur la santé, et sur le rendement, sur la croissance. Absolument. Et sur le rendement scolaire de l'enfant. Voilà, donc pour bien reprendre, la nutrition a un impact très important
sur la santé d'abord de l'enfant, parce que la nutrition renforce le système immunitaire de telle sorte que la malnutrition crée l'immunodéficience, comme vous avez entendu. C'est important pour la croissance de l'enfant parce que ce sont les aliments qui fournissent les nutriments nécessaires pour les briques, c'est-à-dire qui donnent des briques pour la croissance de l'enfant. C'est important également pour son développement intellectuel et psychomoteur, parce que ce sont toujours les éléments qui proviennent de la nutrition de l'enfant qui vont permettre de constituer les fonctions intellectuelles de l'enfant. Alors, professeur, il y a des enfants qui refusent souvent de manger certains aliments que les parents donnent, comme les légumes. Beaucoup sont souvent accros aux sucreries et aux féculents. Vous verrez toujours un enfant qui va dire: je ne mange pas de salade, je ne veux pas de salade, je ne veux pas de fruits, mais il veut des bonbons, il veut du chocolat, il veut des frites de plantain. Qu'est-ce que le parent devrait faire pour amener l'enfant à manger des légumes, à manger ce qui est bon? La question est très pertinente, et je vais donc repartir en avant, parce que toute la vie de l'enfant ne commence pas quand il veut aller à l'école. Moi, je dis que la vie de l'enfant dépend de sa maman, d'abord dans les 1000 premiers jours, c'est-à-dire de la conception de l'enfant à son 2e anniversaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant la grossesse, l'enfant reçoit les nutriments de sa maman, et non seulement les nutriments, l'enfant apprend les comportements alimentaires et les habitudes alimentaires depuis le ventre de sa maman. Il est hors de question que tu manges peut-être des frites et toi tu manges des poissons brisés, et puis quand l'enfant naît, tu veux qu'il mange les légumes. C'est quand toi tu as mangé que lui il apprend. Et pendant l'allaitement, c'est-à-dire les 6 premiers mois exclusifs, c'est là où il apprend les flaveurs familiales, c'est là où il apprend il apprend à connaître les habitudes alimentaires de la famille. Et pendant les premiers moments là qu'on lui a habitué à l'alimentation, j'ai parlé des plats familiaux. C'est là où il apprend. Ce n'est pas quand il veut aller à l'école que tu dois maintenant le forcer à manger des fruits, à manger des légumes, alors que tout ce temps, depuis qu'il avait été conçu, il n'a pas été exposé à cela. Donc, la vie de l'enfant, c'est un tout, depuis le premier jour qu'il est conçu jusqu'à l'âge adulte, parce que si cet enfant est mal nourri, même à partir du ventre, c'est là où les maladies chroniques comme le diabète, hypertension, cancer, prennent la sauce. On parle de l'origine fœtale des maladies chroniques. Donc quand on parle de l'enfant, on est en train de parler de la vie. On n'est pas en train de parler peut-être d'une étape et puis pas l'autre. Parce que dès qu'il y a un problème pendant les 1000 premiers jours, quand il sera adulte, ça va se répercuter. Et quand il va devenir obèse, les gens ne comprendront pas. Qu'est-ce que la maman devrait faire alors à ce moment-là? Elle a fauté dès le départ, peut-être par ignorance. Maintenant, qu'est-ce qu'elle devrait faire pour amener l'enfant à manger ce qu'elle veut? Excellente question. Bon, vous savez, les enfants sont des très bons apprenants. Si la maman a véritablement fauté, il faut que la maman dispose du temps pour refaire partir cet enfant à nouveau dans le système, parce que il faut que la maman ait du temps pour l'accompagner et pour peut-être prendre une cuillère et donner une cuillère à l'enfant pour l'initier, pour lui faire comprendre que c'est bon, pour le mettre sur les rails, parce que quand même on peut apprendre des habitudes, même nous adultes, même les choses que nous n'avons jamais vues. Quand nous découvrons que c'est bien, nous commençons aussi à apprendre à manger. Pareillement pour l'enfant, mais il faut être patient. Il ne faut pas être une maman qui balance les aliments devant l'enfant. Il faut être une maman qui accompagne l'enfant, qui lui parle et qui l'habitue et qui lui fait avoir le goût de ce qu'on veut lui donner. Ça va marcher dans tous les cas. Alors, on n'a pas besoin de prendre la chicotte. Tu vas manger, non, jamais prendre la chicotte, parce que quand même à l'université, j'ai essayé de demander aux étudiants, puisque j'ai fait un cours sur les qualités organoleptiques. Donc les qualités organoleptiques, ça parle du goût, ça parle de l'odeur, ça parle de la saveur, ça parle de la texture et autres. Les étudiants m'ont dit pour la plupart que certains aliments les ont dégoûtés parce qu'on les a forcés à les consommer. Donc il ne faut jamais forcer un enfant à consommer. Au lieu de prendre la chicotte, utilise la communication, utilise ta bouche pour l'amener à manger, accompagne l'enfant et ça marchera très bien. Très bien.
faut lui faire même des petites promesses vraies, parce que s'il aime trop les bonbons, tu peux quand même lui dire que si tu finis de manger ce plat de couscous ou bien si tu finis de manger tes légumes, tu auras vraiment ton bonbon. Et tu lui donnes, et petit à petit, tu peux enlever les bonbons parce qu'en fait, ce sont des calories crues qu'il ne faut pas habituer l'enfant à consommer. Mais pour le moment, tu veux atteindre un objectif. Il va finir par demander les repas qu'il rejetait. Professeur, nous allons interrompre cet entretien pour quelques minutes pour nous intéresser à ce reportage. Nous avons rencontré dans la cour de récréation de quelques établissements de la ville de Douala des jeunes enfants qui prenaient leur pause, leur goûter pendant la pause. Je vous propose de suivre ce reportage. C'est la rentrée, les mamans ne savent plus où mettre la tête, surtout pour celles qui ont opté pour la préparation des repas à la maison plutôt que de permettre aux enfants de manger dans les cantines scolaires. Elles doivent trouver des menus variés et équilibrés. Parmi elles, plusieurs passent des heures à la cuisine et sont souvent embarrassées lorsqu'il faut préparer le petit déjeuner, les collations, le déjeuner et le dîner de leurs enfants. Je fais des tartines, mais ce sont des plats qui varient. Donc, une tartine à la confiture. Ensuite, je peux lui mettre un œuf dur dans sa gamelle et du lait. Donc, elle va prendre soit le lait à la maison en biberon, soit un aliment lacté qu'elle va prendre à l'école. Alors, il y a des jours où je varie. Je peux aussi mettre des pommes sautées avec des omelettes et de l'eau, tout simplement. En ce qui concerne l'apport de légumes, elle va retrouver ça à la maison, sinon ça va faire beaucoup. Et la journée d'école de mes enfants est assez longue, donc je prévois le goûter pour 10 heures et une gamelle d'un repas pour midi. Donc le goûter est composé d'un sandwich, généralement du pain avec du saucisson ou des œufs. Donc j'essaye de varier comme je peux ou bien avec des crudités. Voilà. Et pour midi, c'est un féculent, un apport en protéines, c'est-à-dire que la viande, du poulet et juste le strict minimum, quoi. Beaucoup optent pour le choix de la diversité des repas. Les fruits de pomme, parce que trop de pain, c'est pas souvent bien pour l'enfant. Et je mets les trucs légers pour que l'enfant ne dort pas. Ce que je mets dans la gamelle des enfants chaque matin, je varie. Ça dépend. Lundi, je peux mettre le pain, je charge avec du chocolat. Mardi, je fais les œufs avec le plantain, je mets dans le bol. Et mercredi, je fais encore du pain. Bon, jeudi, je fais encore les œufs avec les pommes. Non, on varie selon parce que si je mets toujours les mêmes goûters tous les jours, l'enfant peut ne pas manger. En plus, quand il arrive aussi à l'établissement, quand il trouve que son camarade de classe a peut-être autre goûter, il dit que mais maman, demain tu me fais aussi telle chose. Une manière pour elles non seulement de contrôler l'alimentation de leurs enfants, mais également de les garder en bonne santé. Voilà, retour sur ce plateau après ce reportage. Nous allons poursuivre notre émission et nous parlons aujourd'hui de l'alimentation des tout-petits en période de rentrée, ce que les enfants devraient manger à l'école. Et nous avons comme invité le professeur Marie-Modestine Canassop. Elle est nutritionniste et elle nous dit ce qu'il faut donner aux enfants pour une meilleure croissance. Alors, professeur, dans le reportage, on a vu des enfants qui mangeaient du pain haricot, qui mangeaient également du pain spaghetti et d'autres qui suçaient, qui prenaient des sucettes. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce qu'ils s'alimentent bien, ces enfants qu'on a vus dans le reportage? Oui, on ne peut pas d'office dire qu'ils mangent bien ou pas bien, mais qu'est-ce qu'ils ont d'abord pris à la maison? Est-ce que ce qu'ils prennent à l'école, c'est salubre? Parce que la valeur des aliments, ce n'est pas simplement les nutriments que les aliments apportent, c'est aussi la salubrité des aliments. Est-ce que finalement, quand ils ont mangé, ils obtiennent quelques nutriments? Et ayant obtenu des nutriments, est-ce que les aliments sont sains pour ne pas leur créer des maladies?
infectieuses parce que une mauvaise alimentation, une alimentation insalubre va créer des maladies. Et si un enfant a des maladies, l'enfant va d'abord perdre l'appétit et la perte de l'appétit va diminuer donc l'accès aux nutriments. Et puis il y aura également aussi la perte des nutriments s'il a peut-être des diarrhées ou bien des vomissements. Il y aura aussi une limite d'absorption des nutriments, ce qui va arrêter carrément sa croissance. Dites-nous, est-ce que l'alimentation peut avoir un impact sur la santé des tout-petits? Je vais répondre à cette question à 3 dimensions. Bon, l'aliment doit être salubre, ça veut dire que ça doit être exempt des microbes. Donc, un aliment qui a des microbes, ça peut rendre malade. L'aliment doit être exempt des contaminants chimiques, par exemple les résidus de pesticides et autres. Ça peut également nous rendre malades d'une autre façon. Et l'aliment peut donc être pauvre en nutriments. Et nous consommons cet aliment, c'est presque vide et nous n'obtenons pas exemple d'aliments vides en nutriments. Je prends un peu le riz sauté. Ça dit qu'un riz qui est sauté, ça n'a pas peut-être de carottes, ça n'a pas de haricots verts, ça n'a pas de protéines. C'est presque des calories vides. Parfois, ça contient simplement des lipides. Dans toutes les études des aliments que les gens aiment trop préparer, on a vu que le riz sauté, d'une façon vague, sans légumes, est un aliment très pauvre en nutriments. Donc, si un enfant mange comme ça, il peut perdre sa croissance, boire peut-être du jus de ginger à l'école, à la place d'un aliment. C'est juste un peu des calories vides. Et parfois même, on s'est rendu compte que les mamans mettaient plutôt des sucrants, c'est-à-dire que des édulcorants, même à la place du saccharose. C'est vrai qu'il ne faut pas habituer l'enfant au sucre, mais le sucre n'est pas autant nocif qu'on le pense, parce que en termes de nutrition, c'est l'excès de tout qui nuit. Parce que même si les fruits sont bien, mais il faut toujours avoir la mesure. Il faut comprendre comment ça marche. Il faut manger équilibré. Parce que même si la viande apporte les protéines, mais nous connaissons en termes de nutrition qu'il ne faut pas déborder en termes d'énergie provenant des protéines, plus de 15%. Ça veut dire que ce n'est pas parce que la viande est bien que tu en manges 5 morceaux. À quoi s'expose, professeur, un enfant qui est mal nourri? On peut se contaminer, on peut donc s'exposer à la malnutrition. Et chez l'enfant, la malnutrition, ça peut être par carence ou bien par excès, parce qu'il y a les enfants déjà qui font de l'obésité. Et puis de plus en plus, ils rentrent dans les affaires de diabète. C'est vrai que le diabète juvénile, ce n'est pas le diabète métabolique. Mais les enfants, quand ils mangent mal, ils s'exposent aux carences en nutriments. Et s'il a la carence en fer, ça le conduit à l'anémie. Et on connaît les conséquences néfastes de l'anémie sur la capacité physique au travail de l'enfant, sur sa capacité intellectuelle. S'il ne mange pas assez de produits riches en vitamine A, il a la vitaminose A. Et s'il a même la carence en fer, c'est probable qu'il ait même la carence en zinc, avec l'incapacité maintenant à guérir des maladies et puis de cicatriser quand il a des blessures. Si vous voyez les enfants qui traînent les blessures, qui ne guérissent pas, au fond, c'est d'abord une déficience en micronutriments, parce qu'il faut une régénération. Et les micronutriments comme la vitamine A, comme le zinc, même comme le fer, participent rapidement à la régénération. Pour terminer, un mot à l'endroit du programme Check-up, c'est la tradition. Tous les invités que nous recevons devraient dire ce qu'ils pensent du programme Check-up. Je pense que le programme Check-up est bien, et c'est un programme social, c'est un programme qui contribue à bâtir la société, parce que ce que nous avons parlé aujourd'hui, c'est pour tout le monde, c'est pour les adultes, parce que nous avons dit que le développement de l'enfant contribue à sa vie à l'âge adulte. Donc un programme comme celui-ci est un programme social. C'est un programme qui permet de bâtir les personnes et qui permet même aux gens d'avoir un bon niveau de vie, parce que la bonne nutrition va permettre à quelqu'un de gagner bien sa vie, puisque quelqu'un qui est malade ne peut pas être régulier au travail, n'a pas une bonne capacité physique au travail. Mais un programme comme celui-ci, c'est un programme boostant, c'est un programme très important dans la société. Merci Marie-Modestine Canassop pour toutes ces informations. Vous avez édifié nos téléspectateurs. Merci également Mireille de m'avoir donné l'opportunité de parler de ces choses que j'aime bien en parler. La suite de votre programme, c'est juste après cette transition. À tout de suite.
Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant et merci à ceux qui sont avec nous depuis le début. C'est une période souvent difficile pour les femmes enceintes qui passent par plusieurs maux, parmi lesquels l'anémie. C'est quoi l'anémie et comment la prévenir chez la femme enceinte? Stéphane Sewa, notre maïticien maison, nous en parle. Bonsoir Mireille, bonsoir aux téléspectateurs des canaux international et nos fidèles de l'émission Check-up. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la prévention de l'anémie chez la femme enceinte. L'anémie qui est cette pathologie due à une carence en fer ou encore à un manque de fer dans l'organisme. Pendant la grossesse, donc, les besoins en fer de la femme augmentent. Il est donc important pour nous de le prévenir. La meilleure façon de prévention du fer passe par l'alimentation. Il est donc important pour nous de potentialiser au niveau des éléments qui facilitent l'absorption du fer. Raison pour laquelle pendant les consultations, vos prestataires ou encore les collègues vous recommandent de consommer régulièrement 3 fruits et légumes par jour. Ou encore de consommer régulièrement les fruits et légumes. Pour ce qui est de ce cas de figure, vous devriez consommer les fruits riches en vitamine C, les fruits riches en vitamine B12, en probiotiques et en vitamine B9. En termes plus simples, vous devez consommer les fruits tels que les oranges, les mandarines, les pastèques, et bien les ananas et bien d'autres. Et pour ce qui est du fer d'origine animale, il faut consommer le poisson, les œufs, la viande et bien d'autres. Raison pour laquelle la femme enceinte devrait éviter les aliments qui diminuent l'absorption du fer. Il s'agit ainsi des aliments tels que le thé, le café ou le cacao. Toujours est-il, lorsque la femme enceinte a suffisamment pris son fer, ceci lui permet, au niveau du bébé, une croissance optimale et psychomoteur de qualité. Et de façon cognitive, ceci lui permet de prévenir les maladies telles que l'hypertension artérielle, le stress, la fatigue, et bien d'autres éléments. Et lorsque la femme également a pris suffisamment du fer, le taux d'hémoglobine optimal lui permettra de gérer toutes les circonstances qui pourront arriver pendant l'accouchement. Toujours est-il, peu importe la qualité du travail ou encore la qualité de la grossesse ou du travail, nul ne peut deviner comment peut se dérouler l'accouchement. Il est donc important de bien se armer pendant la grossesse afin de pouvoir affronter ce moment-là. Merci pour votre aimable attention. Poursuivons notre émission pour parler à présent de la trousse à pharmacie familiale pour les petits bobos de la famille et pour les premiers soins. Notre pharmacienne de maison, le docteur Christine Ebele, nous dit ce qu'on devrait retrouver dans cette trousse-là, quels sont les éléments indispensables à mettre dans cette trousse de secours et comment la conserver. On l'écoute. Bonsoir chers téléspectateurs, ce soir nous parlons de la trousse à pharmacie, celle que nous allons contenir à la maison. C'est la semaine de rentrée scolaire, les enfants vont à l'école, ils vont jouer, ils vont s'amuser avec leurs copains, mais certains rentreront avec des petits bobos, avec des petites blessures. Qu'est-ce qu'on doit avoir à la maison pour faire les premiers soins? Il est important d'abord de connaître sa famille, tous les membres de la constitution, on a des jeunes enfants, des préadolescents, des adultes, les besoins. Les enfants peuvent ramener des maux de tête, peuvent ramener des petits maux de ventre, peuvent ramener des petites blessures. Avant de se rendre à l'hôpital quand c'est grave, nous devons être à même
de pouvoir réagir lorsque dans la nuit, un jour férié, un week-end, un de nos enfants ou nous-mêmes, nous avons un petit bobo à la maison. Donc, la trousse à pharmacie, c'est celle qui contient tous les médicaments et les produits de première nécessité. On peut s'aider d'un conseil d'un pédiatre pour savoir ce qu'il faut faire pour ses enfants. On peut s'aider du conseil du pharmacien lorsqu'on vient acheter tous les éléments qui constituent la trousse à pharmacie. Donc ce soir, je vais essayer de vous expliquer quels sont les éléments de base qu'on devrait toujours avoir à la maison au cas où une situation se présenterait avec nos enfants ou avec nous-mêmes. Comme médicaments, on va prendre les médicaments les plus simples qui sont autorisés en automédication. Il faudra avoir à la maison un médicament contre la fièvre. Quand on a des jeunes enfants ou des nourrissons, on peut préférer les formes suppositoires ou sirop. Ça peut être du paracétamol. Un médicament contre les douleurs. On peut avoir des maux de tête, on peut avoir une petite contusion. On peut également avoir le même paracétamol en comprimé pour les adultes, en suppôt et en sirop pour les enfants. Un médicament contre la diarrhée, donc pour la réhydratation orale. Ça peut être un sel de réhydratation orale qu'on va donner à l'enfant dans une diarrhée aiguë avant de l'amener à l'hôpital. Un médicament contre les brûlures, une crème. Un enfant peut se brûler de manière superficielle et avoir une crème pour les brûlures de premier degré. Comme autre petit matériel, on peut avoir un thermomètre qui est très important parce que lorsqu'un enfant fait la fièvre, avant de l'amener à l'hôpital, on doit être à même d'avoir suivi la fièvre à la maison et d'expliquer l'évolution au personnel soignant qui nous accueille. Des pansements sparadrap, un pansement déjà imbibé. On peut avoir de la chlorhexidine qui est une solution désinfectante pour les plaies et qui ne pique pas. Des compresses stériles, une paire de gants, avoir des ciseaux pour pouvoir couper tout ce petit matériel à bout rond parce que les ciseaux qui ont des bouts pointus peuvent léser la plaie qu'on est en train d'essayer de soigner. On peut également avoir dans notre trousse à pharmacie des bandages comme les bandes de crêpe qui permettent de faire tenir un pansement lorsqu'on vient de le faire. Notre trousse à pharmacie doit être éloignée de la portée des enfants. Dans l'idéal, elle doit être dans une armoire fermée à clé. Elle doit être dans un endroit qui est à l'abri de la lumière, de l'humidité, de la chaleur. Donc, les lieux tels que la salle de bain et la cuisine ne sont pas indiqués pour la conservation des médicaments. Préférons des pièces comme nos chambres, nos armoires, où c'est en sécurité, loin des enfants. Également, nous devons checker le contenu de notre boîte à pharmacie une fois par an afin d'éliminer les médicaments qui arrivent à péremption ou les médicaments qui sont avariés. Il est également important de garder les médicaments dans leur emballage d'origine, la boîte, et de garder toujours les notices. Parce que lorsqu'on est dans le doute ou qu'on a oublié comment un médicament doit être prescrit, on doit se référer à la notice d'utilisation. Donc nos médicaments doivent être bien rangés, bien classés dans leur emballage d'origine et les notices conservées. Avec tout ceci, nous, les parents, nous sommes à même de répondre aux petits bobos de nos enfants lorsqu'ils rentrent de l'école chaque jour. En cas de doute, appelez votre médecin qui connaît votre enfant, qui vous connaît vous-même et qui connaît toute votre famille, ou référez-vous à votre pharmacien qui fera toujours le conseil lors de l'achat des médicaments qui constituent votre trousse. Si vous avez des enfants avec des maladies chroniques ou vous-même, votre médecin vous donnera la liste des médicaments à avoir toujours à la maison en cas de crise. Merci, je vous invite à acheter votre trousse à pharmacie, à la composer, à la garder à la maison et à très bientôt pour de nouveaux conseils santé.
Nous sommes arrivés au terme de cette autre édition du Check-up consacrée à l'alimentation des tout-petits. Notre invité a été assez explicite sur ce thème. On retient que bien manger, ça s'apprend et que les bonnes habitudes alimentaires s'acquièrent dès le bas âge. Elle a été très claire sur ce que les enfants doivent manger à la maison et à l'école. Si vous avez d'autres préoccupations en ce qui concerne notre thème de cette semaine, n'hésitez pas à nous le faire savoir via notre page Facebook en tapant tout simplement le MAG de la santé en un seul mot avec un L, un M et un S majuscule. Vous pouvez également nous contacter via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran en nous envoyant des SMS ou des messages WhatsApp. N'oubliez pas qu'avec Check-up, la santé n'est plus un tabou. Merci de nous avoir suivis car vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Mais en attendant, restez en compagnie des programmes de Canal 2 qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.